Eh ben c'est parti pour la journée après cette introduction. Donc, puisque c'est l'association Asthme et Allergie qui organise, on s'est fait quand même un peu une petite fleur, puisque on va avoir à la fois une présentation de l'association et puis surtout un état des lieux des ETP en France, qui est le résultat d'une enquête qu'on a lancée sur ces derniers mois, qui va être un peu finalement la base de travail de la journée pour voir que, comment dire, on peut mieux faire. Donc on a Christine Roland qui tient l'association depuis sa création. Presque. Bon, presque, voilà. Et c'est pareil, je ne donne pas la date de la création. Moi, je vais la donner. Voilà. Et Jean-Marie Nguyen, avec qui j'ai longtemps travaillé à Bicêtre et qui va nous rejoindre sur l'association Asthme et Allergie. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je cherche juste la petite télécommande. C'est toi. Oui. Pardon. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Merci Gilles. Donc, l'association Asthme et Allergie, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la présenter en quelques mots. Je ne sais pas comment ça... Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. C'est mieux. Donc, Asthme et Allergie a été créée en 1991. C'est une association loi de 1901 et qui a la particularité de regrouper à la fois des patients et des professionnels de santé. Nos missions, eh bien, elles sont, je dirais, assez précises et assez claires. C'est d'informer les patients, les professionnels, la société, les médias, je dirais, de façon très large pour favoriser le dépistage le plus précoce possible et la prise en charge de l'asthme et des allergies et lutter contre les idées fausses et les idées reçues. Orienter les patients dans le parcours de soins, ce qui devient de plus en plus complexe. On est tous confrontés à ce problème de déserts médicaux dans certains territoires. Et puis, last but not least, comme on dit, promouvoir et faciliter l'éducation thérapeutique des patients. Et en fait, l'éducation thérapeutique, c'est véritablement quelque chose qui nous tient à cœur, puisque nous avons créé les écoles de l'asthme en France dès 1992. Donc ça faisait vraiment partie des priorités de l'association. Après, pour l'information et l'orientation, nous avons un numéro vert, Asthme et Allergie Info Service, qui est soutenu par Santé publique France. Et le professeur Dab faisait allusion à la loi de 2002. Eh bien, ce numéro vert nous avait été octroyé en 2002 dans le cadre du plan de prévention de l'asthme, qui était le plan 2002-2005, qu'on a aussi appelé plan Kouchner. Dès 1998, on s'est occupé aussi d'organiser la Journée mondiale de l'asthme en France. Alors depuis, beaucoup d'autres structures s'occupent de la Journée mondiale de l'asthme, mais c'est vrai qu'au départ, on était un petit peu seuls. Nous avons créé aussi la Journée française de l'allergie, et puis je dirais de manière un peu plus classique, évidemment, nous éditons des brochures. On a fait aussi une carte d'asthmatique qui a eu énormément de succès. On réalise des vidéos, des enquêtes patients, des enquêtes professionnelles, des webinaires. Bon, on a une activité presse, bien entendu, une newsletter, les réseaux sociaux, les sites internet. Voilà, donc je vous ai mis je dirais en avant quelques réalisations, mais il y en a bien d'autres. Et puis, le professeur Dab y a fait allusion, nous avons aussi réalisé un MOOC sur l'asthme de l'adulte, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers. Nous avons eu 3 sessions de ce MOOC, une session assez générale, ensuite une session Covid, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes chez les personnes asthmatiques à ce moment-là, et puis une session consacrée à asthme et travail, et ça nous avait été spécifiquement demandé par les patients, et nous avions d'ailleurs fait des groupes de parole de patients pour voir quels étaient leurs besoins. Et bien entendu, nous avons un module dans ces MOOC qui est dédié à l'éducation thérapeutique.
Au plan institutionnel aussi, nous avons une activité qui est relativement importante, aussi bien auprès de la NSM que de la HAS. Nous avons participé au livre blanc sur les allergies respiratoires sévères, au livre blanc sur l'asthme, qu'on appelait asthme et inégalité, 33 propositions pour améliorer la prise en charge des patients, au plan quinquennal de lutte contre les allergies, et aux états généraux de la santé respiratoire. Donc ça fait pas mal d'activités institutionnelles, et chaque fois, notre objectif, bien entendu, est de faire entendre la voix des patients. Voilà, donc ce que je peux maintenant, puisque Gilles disait que nous faisions un petit peu de publicité, écoutez, je vous incite à adhérer à l'association. Ça coûte 23 € par an, donc c'est quand même une somme qui est relativement modeste, mais ça permet d'être plus nombreux, et ensemble, de toute façon, on est toujours plus fort. Donc n'hésitez pas, vous pouvez adhérer directement sur le site internet asthme-allergie.org. Voilà, je vous remercie. Et je passe la parole à Jean-Marie Nguyen qui va vous présenter les résultats de notre enquête. Bonjour à tous et puis merci d'être venus aujourd'hui. Alors, en préparation de cette journée, on s'est dit on voulait faire un petit point sur un peu les objectifs, qu'est-ce qui se passait au niveau plutôt de l'école de l'asthme, parce que c'était un peu notre, notre centre premier d'intérêt, en tout cas notre historique. Et on a fait une petite enquête, un petit questionnaire qu'on a envoyé dans les différentes écoles de l'asthme en France. Et je vais vous présenter rapidement, vous inquiétez pas, les principaux résultats de cette enquête. Alors, je suis en arrière. Alors, il y a environ... Cette diapo vous permet de voir un petit peu quels sont les centres qui ont répondu, avec des centres qui font des adultes et des adolescents, mais aussi il y a eu beaucoup de réponses également des centres qui font de l'éducation thérapeutique en milieu pédiatrique. On a interrogé pour savoir quelles sont les structures de l'ETP, quelle structure faisait de l'ETP, et ce qu'on voit là, c'est que l'ETP se fait surtout en milieu hospitalier, dans plus de 90% des cas, que ce soit dans des hôpitaux universitaires ou alors des centres hospitaliers non universitaires, et qu'une petite partie de l'éducation thérapeutique se faisait, en médecine libérale. Deuxième constat, est-ce que oui ou non, l'éducation thérapeutique est inscrite dans un réseau de soins? Et l'enquête montre que elle est inscrite dans un réseau de soins que dans environ 30% des cas. Donc ça veut dire qu'il y a une éducation thérapeutique qui reste plutôt hospitalière, et 30% des cas, comme c'est pas si mal, mais bon, c'est des chiffres qu'on peut améliorer, elle va être intégrée dans un réseau de soins. En termes de financement, on va en rediscuter un petit peu tout à l'heure, le financement de l'ARS est dans plus de 80% des cas financé par les ARS. Quels sont le nombre et le profil des formateurs qui interviennent dans l'éducation thérapeutique dans l'asthme? 58% des centres ont de 1 à 5 formateurs. Il y a quelques centres qui sont limités à un seul formateur. Et plus de 68... et j'ai dû faire une erreur, excusez-moi, de chiffres, ce n'est pas très grave. C'est la différence. Environ donc 40% des centres ont plus de 5 formateurs. Là, cela, c'est formidable. Quels sont les profils des personnes qui interviennent? Beaucoup d'infirmières, des médecins, que ce soit pneumologues ou allergologues, rarement des médecins généralistes, et on a aussi les kinés, les conseillères en environnement intérieur, également les psychologues. Ce qu'on voit sur ces chiffres-là, c'est que sur cette trentaine de centres, il n'y a que 4 centres au sein desquels il y a la participation de patients experts ou de patients partenaires dans le programme d'ETP. Et on a essayé de questionner aussi les centres, parce qu'on n'avait que 4 centres sur 30, plus de 30 centres qui faisaient appel à des patients experts. On a questionné un peu sur quels sont les freins qui
qui empêche d'intégrer des patients experts dans les programmes de TP. Donc le point principal, c'est la difficulté de recrutement. On n'a pas tous exactement un réseau qui nous permet de recruter des patients. Le financement de la formation reste quand même aussi un poste important. Les professionnels, lorsqu'ils font de l'ETP, ils sont rémunérés. Et en fait, on a quand même un problème de rémunération des patients. Ils ne peuvent pas être que bénévoles. Et bien sûr, il y a des difficultés administratives. Voilà. Comment est-ce que le patient peut s'intégrer? Comment est-ce que les risques liés à la participation de quelqu'un qui n'est pas un soignant, par exemple dans un hôpital, puisque la plupart du temps, l'éducation thérapeutique se fait à l'hôpital, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Voilà les freins pour la participation des patients experts dans le programme de TP. J'espère qu'on pourra en discuter tout à l'heure. L'évolution du nombre, alors c'était déjà une situation qui était un petit peu tendue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid, qui rend encore plus difficile l'éducation thérapeutique? Dans 80% des centres, le nombre de formateurs a chuté depuis l'épidémie du Covid. Ah, excusez-moi, je me trompe chaque fois de bouton. Le nombre, après on s'est posé la question, combien de patients sont pris en charge en 2022 dans ces différents centres? Et voilà un peu la répartition. 30% des centres ont pris en charge 30 patients ou moins de 30 patients par an. 28% des centres prennent en charge entre 30 et 60 patients par an. 25% entre 60 et 150. Et il y a 17% des centres qui prennent plus de 150 patients par an. Et on a un chiffre qui monte jusqu'à plusieurs centaines. Je ne connais pas l'origine, mais en tout cas, bravo à ces équipes-là. C'est bon? Oui. Est-ce qu'on a posé aussi l'autre question qui revient, c'est est-ce que la diminution de la prise en charge de l'ETP peut être liée à une diminution du nombre de formateurs, mais est-ce que les patients viennent spontanément à l'ETP ou pas? Ça, c'était une autre question. Et lorsqu'on regarde les chiffres, effectivement, 67% des centres ont du mal à recruter des patients. Donc il n'y a pas seulement un manque de moyens, mais aussi il y a une dynamique à créer pour que les patients viennent participer à l'éducation thérapeutique. Et je pense que ce sera l'occasion aujourd'hui d'en débattre également. Pourquoi est-ce que les patients ne viennent pas à l'éducation thérapeutique? Dans 52% des cas, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais c'est aussi ça. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là, mais aussi il y a la difficulté des patients à se déplacer sur les lieux de TP. Ils viennent déjà pour des soins, donc il faut revenir en plus pour assister à les séances d'éducation thérapeutique. Et puis, il y a un problème majeur également qui réapparaît, c'est que les patients ne sont pas suffisamment orientés par les professionnels de santé vers un programme d'éducation thérapeutique. Est-ce que les patients, et en plus par-dessus, le Covid est arrivé, et effectivement, il y a encore une chute encore plus importante du nombre de patients qui participent à l'éducation thérapeutique, puisque dans 61% des centres de TP qu'on a interrogés, il y a une diminution du nombre de patients qui est variable. Hein. Donc 42% ont perdu 30% de patients, 32% des centres ont perdu entre 30 et 50% de patients, et 26% des centres interrogés ont perdu plus de 50% de patients au décours de la pandémie de Covid. Excusez-moi, je viens. Comment est-ce qu'on travaille? C'est ça, on voulait interroger ça. Alors, comment les choses s'organisent? Est-ce que les séances de TP se font en groupe ou est-ce qu'ils sont en individuel? Et dans la majorité des cas, les séances de TP se font en groupe avec, pour les personnes qui se mettent à faire de l'ETP, la difficulté et l'apprentissage nécessaire de l'ETP, pas en individuel, mais dans le cadre d'un groupe. La question suivante est, est-ce que vous utilisez une éducation thérapeutique à distance? On a vu que les patients avaient du mal à se déplacer. Est-ce que les centres offrent cette possibilité-là? On a été étonné du résultat dans le sens positif. 40% des centres font de l'éducation thérapeutique à distance. Maintenant, les 60 autres, peut-être que voilà, il va falloir qu'ils s'y mettent pour essayer pour pouvoir recruter des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et combien de centres font des séances d'éducation thérapeutique spécifiques aux asthmes sévères? 40% des centres font des séances de TP spécifiques aux asthmes sévères. Il y en a 58% qui n'ont pas de programme spécifique pour
pour ce type de patient. En conclusion de cette présentation, ça va vous ouvrir un petit peu les objectifs de la journée. L'ETP, elle est surtout hospitalière, avec seulement 30% s'intégrer dans un réseau de soins local. Il y a un nombre limité de patients asthmatiques bénéficiant d'un programme d'éducation thérapeutique. Il y a des difficultés à recruter les patients asthmatiques pour des causes d'intérêt, de disponibilité et d'éloignement géographique. Un faible nombre de patients experts sont impliqués dans l'éducation thérapeutique actuellement. Et il y a une diminution du nombre de formateurs et de formatrices de patients depuis le Covid. Et enfin, l'ETP à distance est utilisé en France dans 40% des centres, mais probablement, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Donc ça nous a donné un petit peu les orientations pour les objectifs de la journée. Elles sont sur le programme, je les reprends rapidement. L'idée aujourd'hui, c'est de partager à la fois des expériences et des pratiques sur l'organisation de l'ETP et son financement, le rôle actuel et futur des patients partenaires dans l'éducation thérapeutique, quelles sont les possibilités et les expériences pour l'éducation thérapeutique à distance. On va parler aussi également des enjeux et des spécificités de l'éducation thérapeutique dans l'asthme sévère. Et enfin, on va aussi ouvrir le débat sur la prise en charge en ETP des autres maladies allergiques ou des maladies apparentées. Voilà. Merci beaucoup. C'est une enquête, c'est toujours pareil, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même quelques éléments de fragilité. Le premier, c'est l'imaginaire collectif que l'ordonnance résout tout. Le deuxième, c'est de trouver du monde, et on voit que le Covid, ça a quand même bien taillé le truc, hein, et qu'il va falloir, je ne sais pas comment on peut dire ça, regonfler un peu le moral de tout le monde. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est pas moi qui dis ça, hein. Et donc, notre première table ronde, on commence tout de suite dans le dur, c'est comment ça se finance. Et donc là, on a 3 orateurs sur, allez-y, vous pouvez commencer à bouger, hein, sur des éléments qui sont différents. Donc le premier, c'est Yann Aymon de l'ARS de Paris, et on est ravis de sa présence.